Bien, chers amis, le réchauffement climatique étant ce qu'il est et la chaleur dans notre hémicycle étant difficilement contrôlable, c'est une caractéristique de cette maison. On a toujours un petit peu de mal à régler la température. Je vous propose de démarrer notre réunion. Je pense que d'autres personnes nous rejoindront. Et la première des choses que je tiens à vous dire, c'est qu'au nom du président Hervé Morin, qui a un petit peu de mal à quitter Cherbourg et qui aura beaucoup de mal à être à l'heure à notre rendez-vous, donc on ne va pas compter sur lui, et il m'a prié de le représenter. Donc je suis Hubert de Jean de la Bâtie, je suis le vice-président en charge de l'environnement, de la mer, du littoral, de la transition énergétique et autres sujets COP21 associés, des énergies renouvelables par exemple, et également de ce plan déchets, plan régional de prévention et de gestion des déchets. Nous y reviendrons. Je voudrais saluer tous ceux qui, par une chaude matinée d'été, chaude après-midi d'été, pardon, oui, je me sens encore dans la matinée, mais les journées sont longues. Je vois ma collègue qui est vice-présidente de la région aussi et qui représente toute l'équipe, qui est venue dire un petit bonjour et témoigner du fait que nous considérons que c'est un sujet important. Je remercie tous ceux donc, qui sont venus de loin et de très loin pour ça, parce que je crois qu'on a un Jurassien. Où est-ce qu'il est, notre ami Jurassien? Il est là-bas. Donc, je vous salue, cher ami. Une bien belle région. Je ne vais pas détailler tous ceux avec grades et titres qui sont là. Je pense que si vous avez des prises de parole, je vous demanderai d'abord de vous présenter et puis de faire un effort de concision pour que tout le monde puisse dire un petit mot, sachant que vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'espace d'échange entre nous. Alors, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que, ma camarade Marie Guguin, qui s'occupe des moyens généraux du personnel dans cette maison, en est témoin, nous essayons de faire quelque chose qui est assez rare en politique. Nous essayons de faire ce que nous avons dit que nous ferions. Voilà. Alors, pour ça, on va assez vite, on fait des lancements assez rapides, et certains d'entre vous peuvent se dire, attendez, on était là il y a 48 heures parce qu'on a lancé le plan sur la recherche et l'innovation, notamment, et là, ce soir, on lance le plan déchets. Et puis, tout ça s'inscrit, à force d'avoir des plans, est-ce qu'il y a une théorie générale du plan dans la région? Eh bien oui. Tous les plans qui sont actuellement en cours de réalisation, à la demande de la loi et donc de l'État, tous ces plans-là vont s'incorporer dans ce qu'on appelle le SRADET. Mais le SRADET va être un document d'orientation un peu stratégique pour la région. Ça nous va très bien parce que nous pensions que les régions n'avaient pas de stratégie établie. Et donc, nous allons définir une stratégie. Et comme vous le savez, dans cette stratégie, il y aura des objectifs à atteindre. Nous serons, en ce sens, assez pragmatiques. Et on compte sur vous. J'avais promis que je dirais deux petites choses avant de démarrer. J'ai déjà un peu consommé du temps avec mon introduction. La première, c'est que ce qui est une obligation légale était devenu une nécessité pour nos territoires. Vous le ressentez tous. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'élus locaux. Je vois mon collègue vice-président du conseil départemental de Seine-Maritime, Martial Auguel, qui est là. Je vois Florence Saint-Martin, vice-président de l'agglomération du Havre, qui est là également en charge de cette problématique. On sait très bien que nous avons besoin de traiter globalement ces problématiques et surtout d'échanger. On sait qu'à certains endroits, il y a des innovations qui ont été mises en place qui fonctionnent très bien et à d'autres endroits, des innovations qui fonctionnent moins bien. Donc nous avons à nous interroger. Et puis nous avons aussi, je vous le signale, lorsqu'on travaille sur la logistique, et je sais qu'il y a des gens de l'ISEL, l'Institut supérieur d'études logistiques, qui sont là, je te vois en face de moi, nous travaillerons sur une donnée qui est assez intéressante. Quand on fait le total des déchets produits et le total des déchets qui sont accueillis dans les différents centres, il en manque. Question, où ces manques sont-ils partis? On a quelques éléments de réponse, mais bien évidemment, pister la logistique du trajet des déchets et de leur valorisation est aussi une des missions que nous avons. Et puis on fera du positif. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'art moderne et il y a un peintre autrichien du début du siècle qui s'appelle Hundertwasser. Et au risque d'être un petit peu trivial, il avait dit, il réfléchissait à ce que serait l'avenir et il était préoccupé par le fait qu'on produisait beaucoup de déchets. Et il dit, je pense qu'un jour, la merde, ce sera de l'or.
Il l'avait écrit dans un de ses tableaux, et je me souviens, je l'avais vu au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça m'avait tellement marqué que je m'étais dit, tiens, j'y pense maintenant. Il est temps que nos déchets deviennent une ressource et que nous valorisions cette ressource tous ensemble. Voilà. J'en dirai pas plus. Le cadre législatif, on va vous le présenter. Et je passe tout de suite la parole à M. Olivier Lagneau de la DREAL, qui va présenter un petit peu l'évolution juridique, sachant qu'il y avait déjà des plans déchets, ils étaient départementaux, et on va voir comment on s'en occupe maintenant. C'est à vous, si vous le voulez bien. Et merci à tous de votre attention. On essaiera de faire ça de manière rondement menée. Merci, Monsieur le Président. Donc, en premier mot, je me permets d'excuser Madame le Préfet, qui souhaitait venir, mais qui s'est retrouvée coincée. Bon, ça, c'est... Il y a encore des blocages? Non, il n'y a plus de blocage, en tout cas pas à ma connaissance. Bon, les plans régionaux de prévention de gestion des déchets, c'est un sujet qui est très long, qui a été constitué initialement sur une base législative, la loi NOTRe, ou Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Donc c'est une loi qui date du 7 août 2015. Bon, pour les puristes, vous pouvez aller voir les articles 8 et 9, c'est extrêmement passionnant. Et ça permet de voir qu'il y a besoin d'avoir un outil de cohérence à un échelon régional. Alors, non pas que les outils qui existaient jusqu'à présent, qui étaient aux échelons départementaux, pour la plupart d'entre eux, ne fonctionnaient pas. Certains fonctionnaient, et même très bien, il faut le reconnaître, mais il y a un souci d'avoir une cohérence au niveau régional qui a été recherché par le législateur. Alors, aussi, et parce que j'ai toujours l'habitude de tout dire, nous avons un problème d'une mise en demeure de la Commission européenne, une mise en demeure de plus de la Commission européenne, enfin, on les compte de manière nombreuse, sur le fait que beaucoup des plans qui existaient dans le domaine de la gestion des déchets sont, pour certains d'entre eux, particulièrement obsolètes. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante, je vais le détailler juste après, mais sachez également que je vous ai parlé de la loi. Maintenant, le décret est paru jour pour jour il y a une semaine, donc c'est vraiment du tout chaud, et est paru et publié au journal officiel le 19. Donc bon, ça c'est pour l'articulation technique, sachant qu'on travaille déjà avec vos collaborateurs pour essayer d'articuler ça le plus rapidement et efficacement possible. Nous essayons de ne pas perdre de temps sur ce sujet. J'en suis parfaitement conscient. Et la région Normandie est souvent citée en exemple. Au niveau national, pourquoi est-ce qu'on se soucie de ces plans? Bon, je l'ai dit, nous sommes sur le coup d'une mise en demeure. Il faut savoir qu'au niveau national, on a 213 plans sur l'ensemble des départements et régions qui existent. Sur ces 213, l'idée, c'est d'arriver à 18 plans. Petite simplification administrative, une lourde simplification administrative, parce que l'exercice est en fait extrêmement ambitieux et extrêmement lourd. Malheureusement, nous avons des plans qui sont très anciens. Le PRED, le plan régional de traitement des déchets dangereux, qui est la compétence des conseils régionaux, sont, pour la plupart d'entre eux, absolument obsolètes. 8 ont plus de 12 ans. 21 sur 26 ont plus de 6 ans. Les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers assimilés, plus de la moitié, 48 sur 88, a plus de 6 ans. Les plans déchets du BTP, 72 sur 78 ont plus de 6 ans. Donc il était temps de faire quelque chose. Et effectivement, le système législatif a prévu d'avoir une cohérence et de tourner vers un outil qui soit beaucoup plus global, beaucoup plus cohérent par rapport à ce que nous connaissons. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, la volonté du législateur, elle est très simple, c'est d'avoir une vision plus stratégique et surtout une meilleure cohérence territoriale sur la politique relative aux déchets. C'est un choix qui a été fait par le législateur de transférer cette compétence de planification au niveau des conseils régionaux. Je me suis déjà exprimé tout à l'heure sur les conseils départementaux, je rappelle, ils faisaient, pour certains d'entre eux, de très très bonnes choses, et il ne faut pas l'oublier. Et ce sera un outil, un matériau dont nous aurons à recycler, sans faire de jeu de mots, assez régulièrement les travaux. L'idée, c'est d'avoir un lien qui soit affirmé avec les politiques territoriales de développement économique. Alors, le développement économique, c'est de votre compétence, Monsieur le Président, ce n'est plus de celle, beaucoup moins de celle de l'État, pour être tout à fait exact, et le tout étant de croiser avec la loi TEPCV, donc Transition énergétique pour la croissance verte, chère à ma ministre, Madame Royal. Pour nous, on considère que les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets seront un outil qui va permettre la mise en œuvre de l'économie circulaire, qui est un
sujet dont on va reparler, je crois, très rapidement tout à l'heure. Avec un exemple pratique, pragmatique et efficace. Voilà, c'est tout à fait ça, un plan régional. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas lister tout ça parce que ça serait trop fastidieux. Je pense que sinon, tout le monde va s'endormir, vu la température dans cette salle. Je voudrais simplement revenir sur 2 points. La baisse de l'élimination et du stockage en décharge des déchets dits ultimes, avec un objectif ambitieux de réduction de 30% de mise en décharge des déchets non dangereux, non inertes, c'est romantique, d'ici à 2020 par rapport à la base 2010, et de moins 50%, donc la moitié, d'ici 2025. Alors, différents outils qui sont développés, qui seront à promouvoir, à généraliser, notamment dans la tri à la source des biodéchets, qui est certainement un des sujets sur lesquels on a beaucoup et un gisement très important sur lequel il faut travailler. Donc, la valorisation énergétique, ça fait aussi partie des bonnes pratiques. On a quelques entreprises dans la région normande qui sont exemplaires sur le sujet. Je ne vais pas les lister, parce que non plus, on ne va pas s'en sortir. Donc, si je devais conclure cette présentation, qui volontairement est une introduction assez rapide, si on peut passer à la diapositive suivante, l'échéance de finalisation qui est prévue par la loi, c'est 18 mois à compter de la publication de la loi. Il ne faut pas être sorcier. Ça arrive du côté du mois de février 2017. Je vais vous regarder en vous disant 2017, c'est fini. Bon. Écoutez, on va vite. Mais voilà. Il faut être réaliste. Hein. Donc on fera. On a la volonté d'être pas trop décalé par rapport à cette date-là, mais je vous renvoie un peu, je vous fais un petit retour le long de la ligne. On retrouve assez gonflé de laisser aussi peu de temps pour réaliser ces plans entre la promulgation de la loi, des décrets d'application et le moment où on doit avoir fini nos travaux. Si on veut être sérieux, il faut un petit peu plus de temps. Voilà. Bon. Le point essentiel, c'est de les démarrer et de les démarrer rapidement, oui. Et surtout qu'ils deviennent des outils pragmatiques. Tout à fait. Et puis, je me permets d'attirer l'attention des services de l'État. C'est beaucoup plus facile dans une région qui n'a pas bougé de limite et qui n'a pas bougé d'organisation de services. Et alors que là, nous sommes en train de fusionner de régions et donc de fusionner des services. Et les nouveaux services, il y avait par exemple en Normandie, il n'y avait pas de service environnement, par exemple. Donc, il y a maintenant un service environnement qui est confié à Sandrine Mézières-Couillando, qui est là et très compétente. Mais il a fallu un petit temps pour se mettre en ordre de bataille et recruter les équipes qui correspondent aux missions. Et donc, tout ça prend un petit peu de temps. Par contre, je peux vous dire que tout le monde est crevé parce qu'on y va à marche forcée. Mais on y va. Voilà. Et non seulement on vous suit, mais on vous accompagne dans cette marche forcée. Et je pense que ça a été le cas jusqu'à présent et ça continuera. Le point sur lequel je voudrais quand même revenir, c'est l'aspect plus contraignant de ce PRPGD par rapport aux documents qui existaient jusqu'à présent. C'est une volonté du législateur, une volonté de ma ministre, et c'est lié aux ambitions que ma ministre a souhaité voir dans cette loi, notamment pour tout ce qui est réduction des déchets qui ne sont pas valorisés et la promotion de l'économie circulaire, de telle manière à ce que ces déchets... Alors, c'était quoi l'expression? Cette merde devienne de l'or. Voilà. C'est une très très belle expression. Je citais un peintre du début du siècle, un peintre contemporain. Mais ça m'avait frappé. Mais je pense qu'il a très bien anticipé l'esprit d'économie circulaire qui est recherché dans le cas de figure. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette brève présentation réglementaire, un petit peu fastidieuse et surtout très endormissante, j'imagine. Parfait. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des demandes d'intervention? Encore une fois, je les renouvelle, tout le monde a la parole et l'aura dans toute la mesure de ce plan que nous voulons co-construire, c'est-à-dire que nous ferons ensemble. J'insiste bien évidemment sur ce terme. Si à ce stade-là, quelqu'un souhaite prendre la parole, il suffit simplement qu'il appuie sur son petit bouton de prise de parole. Non, pas à ce stade. Parfait. Donc, je vous propose de montrer un petit peu l'état des lieux de notre région Normandie vis-à-vis de la problématique déchets. Donc, nous avons quelques slides sur ce qui se passait avant la loi NOTRe. Alors, vous l'avez souligné, il y a une grande je pense que je ne vais pas y arriver, hétérogénéité des plans. Et sur la petite carte que vous pouvez voir, il y a
en gros, sur les 5 départements normands, sur l'état d'avancement du plan, 4 plans approuvés et 1 en cours d'élaboration sur les déchets non dangereux. Et sur les 4 départements, d'après les données que nous avons, là encore, il est possible que nous n'ayons pas les données parfaitement exactes et auquel cas il faut nous le signaler. D'après nous, date d'approbation pour la Seine-Maritime 2010, pour l'Eure 2007, même chose pour l'Orne, 2009 pour la Manche et en cours d'élaboration pour le Calvados. En revanche, ce qui nous inquiète un petit peu, mais je crois que vous aussi vous avez souligné, c'est que ça se base sur des données de 2005 pour la Seine-Maritime, 2004 pour l'Orne et l'Eure et 2006 pour la Manche. Donc on voit bien que nous avons une impérieuse nécessité de mettre nos référentiels, de recaler nos référentiels. En ce qui concerne le schéma et les déchets du BTP, on va en reparler de manière un petit peu plus précise lorsque je vais passer la parole au président Piquet, mais vous voyez que d'après, là encore, les données en notre possession, nous avons 2 plans qui sont approuvés, qui sont 3 plans, pardon, la Seine-Maritime et l'Eure, puisque c'était le contour de l'ancienne Haute-Normandie, approuvé en 2002 sur des données de 2001, et la Manche, approuvé en 2004, données de 2001. Là encore, on est sur des données qui ont plus de 15 ans. D'accord ? Donc, il faut quand même qu'on revienne un petit peu plus à des données récentes, réalistes et qui correspondent à un état de la situation. En révision, on a été un tout petit peu trop vite. Là, en révision, donc, nous avons l'Orne et en cours d'élaboration, nous avons le Calvados. Et là encore, on s'appuie sur des années de référence qui sont 2011 et 2012. Donc là, pas satisfaisant non plus. On passe à la slide suivante sur les déchets dangereux. Alors là, c'est un petit peu plus complet dans la mesure où nous avons... ça, c'était déjà une compétence de la région. Donc, Prédis et PADAS pour la Haute-Normandie 95 et 2003. Mais là encore, je suis un peu effaré par les dates de référence. Il faut absolument qu'on se mette à jour là-dessus. Et surtout que sur ces déchets dits dangereux, il y a, on le sait, des fuites, enfin il y a des déchets qui se perdent entre l'endroit où ils sont produits et si on fait le compte de tous les endroits où on peut les retraiter. Pour la Basse-Normandie, le plan est un peu plus récent, 2009, mais les références des données donnent 2006. Je rappelle que la loi, mais peut-être l'avez-vous dit, mais il est bien de le rappeler, que maintenant, ça concerne, le transfert à la région sur la stratégie, ça concerne tous les déchets, à l'exception des déchets nucléaires, qui sont bien évidemment restent une compétence de l'État. Mais sinon, on a tous les types de déchets dans ce plan qu'il va falloir que nous étudions ensemble. Donc, voilà la situation sur les déchets en Normandie, et on va peut-être parler maintenant de tonnage un petit peu plus précis. En déchets ménagers et assimilés, j'ai quelques spécialistes là, j'ai monsieur le président du SMEDAR qui est juste à ma gauche, j'ai monsieur le président du CEVED qui est là, et j'ai quelques représentants également dans la salle. Nous produisons a priori en Normandie 2 266 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, d'accord, gérés par le service public. Et vous en avez la ventilation. Bon, ce sont principalement des ordures ménagères résiduelles. Les recyclables secs, poubelles jaunes dans beaucoup d'endroits, 259 000 tonnes. Les déchets verts, 475 000. Il y aura une vraie réflexion sur l'utilisation des déchets verts. Les déchets occasionnels, c'est en fait les déchets de déchetterie. Et les déchets dangereux, 8 300 tonnes. Voilà. Donc voilà à peu près le profil. Si on fait une comparaison, pour savoir comment on se situe, ben vous voyez qu'on a tendance à produire plus que le national. Nous sommes au-delà. Le national est sur votre droite. Et vous apercevez que nous produisons plus. Alors évidemment, dans le national, en Creuse ou en Lozère, 2 pays que je connais bien, il y a moins de déchets puisque, évidemment, par définition, il y a moins de zones urbaines, une population très faible, etc. Mais on s'aperçoit aussi qu'on a des écarts assez intéressants.
Alors d'abord, je ne voudrais pas décerner la palme ni lancer une compétition entre les départements, mais on voit que l'Orne, bon, alors, là encore, c'est lié à la densité de population, hein, on est bien d'accord. Plus il y a de monde, plus il y a de production de déchets. Bon, on voit bien que l'Orne est légèrement inférieure, et puis que sur les autres, on se tient à peu près. Et j'en profite pour féliciter les deux présidents qui sont à ma gauche, puisque la Seine-Maritime fait bien. La Seine-Maritime a effectivement des chiffres qui sont intéressants. Bon, alors vous voyez la ventilation, déchets verts, déchets occasionnels, après poubelle jaune et poubelle grise, c'est-à-dire recyclables secs et puis ordures ménagères. Bon. C'est une base de travail qui est intéressante, mais globalement, on produit un peu plus que la moyenne nationale. Est-ce qu'on veut passer aux slides suivantes? Bon, alors, j'ai juste oublié une petite chose. Ça n'apparaît pas avec le climat saharien que nous avons aujourd'hui, mais pouvez-vous revenir à la slide avant? Vous pouvez remarquer qu'il y a quand même un gros paquet de déchets verts. Enfin, on n'est pas en Normandie pour rien. La production de déchets verts chez nous est comparativement plus importante que dans beaucoup d'autres régions. Le climat, ça produit. Et puis, on a une pression extraordinaire. Je parle à tous ceux qui sont maires. Vous savez que chez nous, dès qu'on veut couper un arbre, c'est un drame, parce que c'est une atteinte à la nature. Et quand on voit la biomasse produite par certains espaces boisés, ne présente pas un intérêt patrimonial extraordinaire, et surtout ce que ça nécessite de traiter cette biomasse, par exemple les souffleuses, en période de feuilles mortes, je suis un petit peu surpris du bilan carbone de l'opération, de garder systématiquement tous les arbres, y compris ceux qui sont des sujets de moindre intérêt, je dirais patrimonial, et paysager. Bien, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. On voit également que nous avons quelques départements qui se débrouillent pas mal du tout en matière de tri sélectif. Parlons maintenant des déchets dangereux. D'accord ? Alors, je vois qu'il y a une responsable de Biomasse Normandie qui est là. Voulez-vous dire un petit mot sur les chiffres qui sont là et dont vous nous avez généreusement communiqué la teneur? Et très rapidement, est-ce que ça vous inspire ces deux slides pour que je ne monopolise pas la parole? Merci. Donc effectivement, ce sont des chiffres issus de l'Observatoire des déchets qu'on anime depuis quelques années pour la région et les départements, région Basse-Normandie et les départements. Donc il y a un suivi de fait sur les déchets dangereux en Basse-Normandie depuis 5 ans maintenant. Et donc vous avez sur la partie gauche du slide la production de déchets dangereux, et cette fois tous les déchets dangereux, y compris du monde industriel et en grande partie du monde industriel. 113 000 tonnes à peu près en Basse-Normandie. Un travail d'identification a été commencé par l'Adréal en Haute-Normandie, mais il ne revêt pas tout à fait les mêmes contours. Donc c'est pour ça que les chiffres n'ont pas pu être présentés sur la partie haut-normande, puisqu'il n'y avait pas un suivi fait sur plusieurs années. Mais ça méritera d'être consolidé. On a une estimation de Réal à 465 000 tonnes. Voilà. Excusez-moi, mais pas exactement avec le même périmètre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer du tout. On utilise d'autres critères, notamment ceux à travers toutes les différentes inspections que les DREAL peuvent faire au travers du milieu industriel, qui nous permettent d'avoir des données, mais ce n'est pas celles que vous avez qui sont beaucoup plus larges. Parfait. Donc là, merci à vous deux d'attirer l'attention sur le fait qu'il va falloir qu'on se donne des outils communs pour avoir une efficacité dans l'état des lieux. Alors je salue, on a une petite photo de la ligne d'incinération de Cedibex. Je crois qu'il y a des représentants de Cedibex là. D'accord, très bien. Écoutez, nous aurons l'occasion de travailler ensemble, bien évidemment. On parle maintenant du BTP. Alors j'ai Monsieur le Président Piquet qui va vous en dire un tout petit mot, puis il va surtout vérifier que ce qu'on dit est bien conforme à la réalité qu'il en a. À peu près 345 millions de tonnes de déchets produits en France par le BTP et les activités économiques. Et puis, on voit qu'il y a, dans la panoplie des déchets, on voit que 72% des déchets générés, ce sont des déchets de construction. Déchets d'activité économique, 16%, déchets ménagers et assimilés,
12%. Donc, je ne vous mets pas l'impression, Monsieur le Président, mais il y a du pain sur la planche ou il y a du grain à moudre, mais nous le ferons, si vous le voulez bien, ensemble. Alors, on va terminer par un tout petit slide. Je voulais un petit peu qu'on ait une petite réflexion économique. Le tableau, je m'excuse, mais on vous le fera parvenir. Hein, la totalité de ce qui vous est présenté là, si vous avez laissé votre adresse mail, vous sera adressé. Hein. Sur les 3 départements qu'on a pu suivre, je crois que c'est Biomasse qui l'a fait, Calvados, Eure-Orne, nous avons un coût de gestion des déchets payé par les usagers qui s'établit en moyenne à 101 € par habitant et à 147 € par tonne. Je parle sous votre contrôle puisque c'est une étude que vous avez faite. On observe une différence très importante entre les départements qui s'explique par le niveau de service, la typologie d'habitat, la production de déchets et l'impact touristique. J'ai une petite pensée, nous avons une petite pensée pour notre ami Philippe Augier, maire de Deauville, qui est fait officier de la Légion d'honneur au moment où je vous parle, et donc on le félicite par la pensée. Et Deauville a eu jusqu'à certains moments 2 collectes, 2 ramassages par jour, parce qu'il souhaitait que ces poubelles soient absolument propres. Donc on voit bien que là, il y a des habitudes qui font que le coût à la tonne peut varier, et donc la taxe également. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette étude des coûts. Pour les industriels, c'est important, mais aussi pour les ordures ménagères. À un moment ou un autre, il faudra aborder la taxe incitative. D'accord ? Or, on sait que c'est extrêmement... on joue un peu avec le feu, puisque les communautés de communes qui ont insisté, qui ont mis en place, sur les informations que j'ai, hein, notamment en Alsace, j'ai un cas alsacien, le fait de faire payer en fonction du tonnage a généré les décharges sauvages sur le territoire. C'est-à-dire que les gens préfèrent se comporter très mal en allant verser leurs déchets quelque part, et puis les PMI, PME, qui arrivent le plus souvent à se faufiler dans des déchetteries, à partir du moment où ils sont plus identifiés, eh bien, on augmente le risque de décharge sauvage, ce que nous voulons absolument éviter tous. Alors, on a beaucoup parlé de déchets, et je vais passer la parole sur un exemple d'économie circulaire. Beaucoup de gens ici travaillent dans l'économie circulaire, j'en ai salué beaucoup à l'entrée, et je voudrais parler d'un petit exemple très simple qui est Tereos et Ecostuaire, c'est-à-dire le travail qui est fait pour que les déchets des uns ou les sous-produits des uns deviennent la ressource des autres. Si vous le voulez bien, et sur les 2 slides qui suivent, je vais passer un court instant la parole, soit à Florent Saint-Martin, qui est le président du CEVED, soit à son directeur, qui est juste à côté de lui, M. Alain. Florent, oui. je peux dire un petit mot, mais je pense que tu es plus qualifié pour parler... Comme tu veux. Tu peux commencer, puis je peux commenter après, comme tu veux. Bon, alors, je vais démarrer. Tu me rattrapes si je me trompe. Donc, le CEVED que tu présides a un four, et ce four, bien évidemment, est une unité de valorisation énergétique, et il produit de la chaleur et de la vapeur à partir de déchets ménagers. Monsieur le directeur du site, 135 000 tonnes par an, petite précision. En fait, c'est 135 000 tonnes, mais c'est ce qui est indiqué très bien sur ce slide. 135 000 tonnes, ce sont des ordures ménagères qui sont reçues des adhérents. Des 6 comités de communes et d'agglomération qui composent le CEVED. Il y a 2 comités d'agglomération et 4 comités de communes. Et 57 000 tonnes, ce sont des tonnes qui sont traitées par l'exploitant, le vide du four étant assuré par l'exploitant. J'ajoute que le projet Tereos CEVED, qui est un projet de valorisation en produisant de la vapeur qui est vendu à Tereos, qui est un producteur de sucre et d'agrocarburants, a été pensé avec l'exploitant, qui est Suez, qui est représenté dans cette salle. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui représente donc Suez. C'est un jeu à 3, et c'est un vrai... Je pense que c'est un vrai exemple d'intelligence collective, mais il a été pensé à la fois... il résulte d'une volonté politique
de garantir une valorisation beaucoup plus importante des déchets, puisqu'on produit 330 000 tonnes de mégawattheures, 500 000 tonnes en fait, mais 330 000 mégawattheures, pardon, ce qui est énorme. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le système, c'est énorme. Alors qu'on en produisait auparavant 100 000 de mémoire, 100 000 mégawattheures. Donc on a largement amélioré les performances techniques, mais surtout, on ne va pas se mentir, on a amélioré les performances économiques, puisqu'on a permis d'éviter l'augmentation du prix à la tonne pour nos adhérents. Donc ça a été un véritable jeu gagnant-gagnant, à la fois pour Tereos, dont on en fournit 70% de l'apport énergétique. C'est pour vous dire, c'est pour vous donner la mesure du besoin énergétique de Tereos. Pour les collectivités membres du CEVED, ça a été un véritable gain environnemental et économique, et ça a permis à l'exploitant de remporter la DSP. C'est pas négligeable pour l'exploitant. Merci, mon cher Florent. Donc, et je précise que pour avoir t'avoir précédé dans la carrière d'administrateur du CEVED il y a quelque temps, cette idée de réseau n'existait pas au démarrage, à la création du CEVED. C'est venu progressivement. On a eu l'idée d'utiliser, de valoriser ce qui était fait. Et ça, c'est en grande partie Jean-Claude Vels, qui est mon prédécesseur, qui avait pensé à ça. Oui. Et encore une fois, sous vraiment l'impulsion de Tereos et de Suez, il y a eu un vrai incitant économique, il ne faut pas se mentir. Et pour les élus, et notamment, je pense, pour les élus du territoire direct de Tereos, la volonté de garantir la présence sur le territoire d'un acteur économique extrêmement structurant, notamment sur Caux-Vallée de Seine. Merci beaucoup. Est-ce qu'à ce stade, il y a des personnes qui souhaitent intervenir de manière particulière? Non. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est on finit toutes les petites présentations, puis après, la parole sera à la salle, ou autour d'un verre, on pourra en discuter pour se rafraîchir. Alors, ça, c'était le spécial copinage pour Le Havre. Et alors après, on m'a dit, mais pourquoi vous avez demandé à certains de monter sur scène et pas à tout le monde? Alors, la réponse est très simple. J'ai dit, bon, ce qu'il faudrait, il me faudrait des représentants un peu de tous les territoires. Il faudrait qu'il y ait des gros et des petits. Il faudrait qu'il y ait des gens qui traitent les déchets et des gens qui en produisent. Et puis, il faudrait, qu'on soit vraiment œcuménique et qu'on montre que c'est un sujet qui nous intéresse tous, il faudrait qu'il y ait des représentants de différentes sensibilités politiques. Alors, on a secoué tout ça, et le résultat est à ma gauche. Voici ceux qui ont accepté de monter sur scène, et puis peut-être de présenter rapidement leur activité, et puis de répondre à quelques questions, parce que je vais les mettre quand même sur le grill un petit peu. Je ne les ai pas fait monter sur scène juste pour qu'ils parlent d'eux, mais pour qu'ils prennent des engagements devant le groupe. Voilà. Alors, on démarre par M. Piquet, qui est, vous le savez tous peut-être, mais si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir, le président de la fédération du BTP. Alors, pour parler, vous appuyez, et voilà, c'est fait. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Oui, le BTP, je vous ai sorti quelques slides qui relèvent d'éléments nationaux, puisque pour ce qui est du régional, avant la loi NOTRe et maintenant de la fusion des deux régions pour en faire une grande, on n'a pas grand-chose. Donc, sur le national, on est d'accord. Vous aviez 250 millions de tonnes pour le BTP, j'arrive à 260. C'est complètement cohérent. Le bâtiment, c'est 40 millions de tonnes. Et les travaux publics, c'est 220 millions de tonnes. Sauf qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un déchet, puisqu'effectivement, dans les TP, un certain nombre d'extractions qui deviennent un déchet sont immédiatement réutilisées, réexploitées. Donc, ce qui faisait que j'avais des statistiques régionales qui étaient inverses, je ne voyais pas apparaître ce qui, pour une part, n'est pas un déchet, mais immédiatement réutilisé. Voilà, une valorisation immédiate sur site. Alors, pour ce qui est du bâtiment, quelle est l'origine des déchets? Vous voyez que 65%, c'est le stock, c'est la démolition. 30%, c'est la réhabilitation et seulement 5%, c'est le neuf. Donc, quand on voit le patrimoine existant et tout ce qu'il y a à démolir, il y a probablement quelque chose à organiser, quoi. Et quelle est la nature des déchets dans le bâtiment?
65% déchets inertes, donc 32% déchets non inertes et 3% de déchets dangereux. Et dans les déchets dangereux, quand on a enlevé l'amiante, il reste assez peu de choses. Voilà. Donc, je vous rappelle que quand on dit 40 millions de tonnes de déchets pour le bâtiment, moi j'avais à peu près 30 millions de tonnes pour les déchets ménagers. Donc c'est vraiment pour donner un rapport de volume et de valeur. Alors, pour ce qui est du bâtiment, un objectif, c'est la directive européenne de 2008 qui demande, et qui a été transposée maintenant dans la loi de transition énergétique, et qui demande à une échéance de 2020 que 70% des déchets du BTP soient valorisés. Alors, slide suivant. Pour ce qui est du bâtiment, on a un vrai problème. C'est le problème de l'amiante. Celui-là, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, non, revenez en arrière. Avant d'en parler, je voudrais dire qu'effectivement, depuis 2002, et là j'en parle un peu plus difficilement, puisque moi je suis l'ancien président de la FFB Basse-Normandie, et que l'initiative relevait de la Haute-Normandie, la filière avait mis en place l'ARE-BTP, créée dès 2002, et on voit effectivement les concomitances de date de mise en place des plans déchets sur la région, pour essentiellement accompagner la filière et surtout accompagner l'ensemble des entreprises dans leur action pour travailler sur le déchet. Quand on fait autant de volume, il faut qu'on sensibilise chacun de nos acteurs, et l'action de la RE-BTP, je crois, est aujourd'hui positive et reconnue, d'ailleurs à travers la mise en place de sites à disposition de nos entreprises. Une de nos difficultés, c'est que nos entreprises, elles sont à la maille du territoire, et qu'il convient que les lieux de stockage de nos déchets soient eux aussi à la maille du territoire et proportionnels aux lieux, je dirais, d'extraction même des produits. Voilà. Donc, effectivement, vous avez l'ensemble des vertus qu'on attribue à l'ARE, et évidemment, c'est la multiplication des plateformes. Donc, à la suite, c'est l'augmentation du tonnage des matériaux recyclés, donc 150 000 en 2002, 800 000 en 2014. J'ai grosso modo, moi, sur 2012, en Basse-Normandie, 800 000 tonnes aussi. Donc, on retrouve à peu près sur les mêmes chiffres. Hein. L'ouverture donc des déchetteries collectives et surtout la cartographie des sites d'accueil du BTP en région. Mais je l'ai dit tout à l'heure, et on peut passer au slide suivant, on a un vrai problème dans le bâtiment, c'est notre problème de l'amiante quand même. Alors, la fédération accompagne l'ensemble des professionnels, notamment avec des guides pour la pratique de l'amiante autour de notre activité. Mais là, on touche à un milieu sensible, c'est clairement la prévention de la santé de nos salariés. Et là, on est quand même sur un domaine particulier. Et là, on est en train de mener ce qu'on appelle la campagne CARTO avec nos organismes de sécurité, mais aussi le ministère du Travail et le ministère de la Santé, sur la modélisation des modes opératoires lorsqu'on intervient sur des contextes amiantés. C'est-à-dire que le simple plombier qui intervient pour déposer un joint dans un contexte amianté, ou un électricien, comme les miens du reste, lorsqu'on intervient dans un faux plafond avec de l'amiante au-dessus, eh bien, il y a un certain nombre de précautions à prendre. On essaie actuellement de mettre en place des modélisations pour réduire au maximum les risques pour nos salariés. Et puis, je fais un petit aparté très, très vite. Nous avions en Basse-Normandie, je fais partie du Césaire, et nous avions en 2013 commis un rapport, on m'avait demandé aimablement de le faire, qui était l'état des lieux et perspectives des filières de démantèlement et de déconstruction en Basse-Normandie. Quand on a fini cet état des lieux, alors on traitait, il en reste, oui, on traitait certes effectivement du nucléaire, mais je crois que le nucléaire peut intéresser l'ensemble de la Normandie. Nous avions traité des déchets des filières pour le bâtiment, et effectivement, on avait détecté la problématique de l'amiante, elle est tellement dominante. Et puis, on était allé regarder du côté des véhicules hors d'usage, des bateaux, d'un certain nombre de moyens de transport. Et sur ce, ça nous a pris 2 ans en tout, puisqu'on a commis 3 autres rapports. Donc, on a effectivement confirmé sur la filière de démantèlement nucléaire. Un autre sur la problématique de l'amiante. Et le dernier, parce que peut-être que quand on a traité des problématiques du nucléaire et de l'amiante, on a envie de voir les choses un peu autrement.
Donc on avait traité des problèmes des matériaux composites. Et je dirais qu'à partir de ces 3 rapports faits à partir d'un état des lieux, je dirais personnellement, ce que nous en concluons, c'est qu'essentiellement, ce qui fait avancer aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais le traitement du déchet, c'est la réglementation. C'est-à-dire que si on n'impose pas, on n'a pas grand-chose. Qu'on a un vrai travail à faire, à se faire accompagner par la recherche. C'est une des sources de cette évolution, c'est la recherche. Le troisième, on a vu l'évolution de la demande de nos concitoyens, mais je veux dire que ça vient quasiment en 3e plan, parce que la première, c'est l'obligation par la réglementation. Mais on a un vrai problème, in fine, pour nous tous, c'est l'acceptabilité du déchet et éventuellement de son stockage. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, devra être évoqué et traité. Je le dis parce que, pour ce qui est du bâtiment, la problématique de l'amiante est une vraie problématique qui gêne même le développement économique. Et à ce titre, pour ce qui est de l'amiante, il nous faut aussi des lieux de stockage en basse et en haute. Je ne suis pas sûr que nous soyons parfaitement pourvus à hauteur de nos besoins, surtout que je reviens sur ce bâtiment, nous ne connaissons pas le volume d'amiante à traiter, puisque nous avons des diagnostics amiante pour chacun des bâtiments et qu'il n'y a aucune synthèse de fait et consolidation. Et je crois que ça fait partie des travaux qu'il faudrait qu'on envisage faire rapidement. Voilà, donc pour ce qui est maintenant du travail qu'il va falloir faire pour une évolution extrêmement positive, il faut que nous sensibilisions les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, parce que ce sont eux qui définissent les procédés constructifs et les matériaux que nous avons utilisés dans la construction. Et Monsieur le Président, à ce titre, il est évident que la maîtrise d'ouvrage public doit être exemplaire. Donc, on saura vous accompagner dans vos volontés de maître d'ouvrage. Tout à fait. Je vous donne la parole, en vous demandant de faire court, bien évidemment. Juste pour rappeler qu'il est envisagé qu'il y ait une vraie filière de déconstruction en Normandie, pas seulement sur le bâtiment. On réfléchit à une filière de déconstruction navale et automobile, puisque c'est une des clés du problème. Et puis, la deuxième chose, l'amiante. Je crois que tous ceux qui sont élus d'une collectivité ont déjà rencontré le problème de l'amiante ou vont le rencontrer. Et là, l'État me vend une ancienne école. C'est très simple, hein. Il l'estime à 6 millions, et il y a 6 millions de désamiantage. Donc, ça vaut rien. Quand vous avez un bâtiment qui est amianté, vous partez. La gare de Bordeaux, qui est en cours de désamiantage, je crois qu'ils ont multiplié par 4 le coût du désamiantage. Voilà, c'est une gare, c'est un monument classé, un peu compliqué, etc. Mais on voit que c'est un vrai problème. Et une fois qu'on a retiré l'amiante, bah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Bien. Madame Sanchez, rapidement, s'il vous plaît. Oui, très vite. Simplement, juste, vous me faites penser sur la déconstruction automobile. Je vous suggère d'inviter, vous savez, la section CGT de Sandouville qui a fait un prototype très intéressant sur la déconstruction automobile qui demande vraiment à être regardé avec attention. Simplement, tant qu'on parlait des déchets du BTP, je voulais savoir, puisqu'on parle aujourd'hui d'un schéma régional, quels sont les flux de déchets interrégionaux? Est-ce qu'on a une cartographie, une vision, ou est-ce qu'il est prévu de le faire? Quels sont les déchets entrant dans la région? Quels sont les déchets sortant de la région? Ça, à mon avis, fait partie intégrante d'un travail à mener quand on va parler de ce schéma régional des déchets. Alors, on a quelques données. Je vais laisser le président Piquet répondre pour le bâtiment. Sachez qu'il y a des transferts, même internationaux, y compris sur les déchets ménagers et sur les déchets agricoles méthanisables. Il y a un marché international et donc il y a des flux. Mais le président, le président Piquet, si vous voulez répondre. Oui, juste pour ce que les flux, simplement, essentiellement, ce sont les centres de stockage qui définissent les flux. Voilà, tout simplement. Par contre, ce qui est intéressant, parce que vous parliez des VHU, à un moment donné, le VHU devient, je vais dire, un des éléments d'une négociation économique, puisque lorsqu'on a travaillé sur ce sujet-là, on s'est aperçu que, par exemple, les Belges venaient
consommer ici des carcasses parce qu'ils en avaient besoin. Donc on sent déjà, à travers les filières, la mise en place de schémas de concurrence économique. On aura l'occasion d'en reparler des flux, puisqu'on va s'intéresser à une étude, et l'Institut supérieur d'études logistiques m'avait proposé effectivement de réfléchir sur cette question, et nous l'avons accepté bien volontiers. Chers collègues, c'est à toi pour ce qui est, je crois, le plus gros centre de la région normande en termes de tonnage, non? Oui, ton voisin est néanmoins un MIF, et oui. Nous sommes deux gros centres pour la Normandie, dans tous les cas. Je voudrais tout d'abord te remercier de cette invitation pour le lancement des travaux d'élaboration du plan. Je crois que c'est une continuité pour nous, puisque le SMEDAR suit et participe activement depuis déjà de nombreuses années les travaux des commissions départementales comme régionales qui se sont succédées depuis 1998 autour de l'avenir des plans de prévention et de gestion de nos déchets. Tu l'indiquais tout de suite, comme vous le savez, le SMEDAR et sa société d'économie mixte Valencène, puisqu'il y a des adhérents directs et il y a un certain nombre de clients, assure avec son équipement Vesta la prise en charge et le traitement des déchets ménagers de pratiquement 800 000 habitants de Seine-Maritime. Et de l'Eure, pour ce qui concerne le secteur Louviers-Val-de-Reuil, voire un petit peu plus loin. Le traitement spécifique des déchets issus des activités de soins de la région Aix-Haute-Normandie, mais également le traitement de déchets d'activité économique issus du secteur privé sur un large bassin. Et puis, on parlait tout à l'heure de la synergie qu'on essaye d'avoir avec le CEVED à partir de nos excellentes relations, et on parlait d'économie circulaire. Je voudrais rappeler que le choix que nous avions fait, qui est un choix complémentaire de celui qui a été fait avec Tereos, c'est celui du chauffage urbain, puisque nous chauffons à travers la vapeur la plupart des logements de Grand Quevilly et de Petit Quevilly, des bâtiments communaux de ces deux villes, et puis nous chauffons même le lycée Val-de-Seine de Grand Quevilly qui appartient à la région. C'est un élément, moi aussi, que je voudrais souligner, qui est important, parce qu'on est dans une période où on assiste à la libéralisation du marché d'électricité, avec une baisse extrêmement forte des cours qui n'est pas sans poser de problèmes et aux collectivités, et aux agglomérations, et aux syndicats, et puis bien évidemment aux populations, puisque nous avons vu des cours qui sont tombés très fortement, qui ne sont pas loin d'atteindre la moitié de ce qu'ils étaient du temps du service régulé. Et à chaque fois que nous pouvons ou substituer ou ajouter de la vapeur, de la production de vapeur à la production d'électricité, eh bien, pour les résultats, y compris économiques, mais aussi pour les résultats environnementaux, c'est une avancée considérable. Et moi, je souligne vraiment là cette convergence qu'il y a entre le SMEDAR et le CEVED, puisque nous prouvons qu'on peut aussi faire du chauffage urbain et qu'on peut aussi faire fournir de la vapeur aux industriels et aux entreprises. Et je pense que ça va dans le bon sens. L'approche, c'est pour ces raisons, toutes ces raisons que le SMEDAR souhaite s'impliquer dans l'intérêt général des usagers lors des travaux du plan régional, vous l'avez bien compris. L'approche managériale du traitement des déchets s'est profondément modifiée en France, ça a été dit, depuis le début des années 90, même si à cette époque, déjà, la loi du 13 juillet 92 a eu un effet de rupture sensible avec les pratiques antérieures. Ces orientations étaient novatrices dans la gestion des déchets, prévention, réduction, limitation des transports, valorisation, réemploi, recyclage, information du public, des termes familiers aujourd'hui, mais qui, je le rappelle, ne l'étaient pas à l'époque. Ce mouvement s'accentue aujourd'hui et va probablement connaître de nouvelles accélérations. Nous avons les conclusions du Grenelle de l'environnement, qui sont à cet égard significatives, même s'il convient de les aborder prudemment. Enfin, la gestion de demain de nos futurs déchets sera un enjeu majeur qui contribuera à l'atteinte des objectifs de la COP 21. Sur les objectifs, permettez-moi d'appeler à la plus grande prudence sur la facturation et sur la tarification. Il y a dans
des solutions qui nous paraissent évidentes, beaucoup d'effets pervers qu'il faut bien mesurer avant de passer à cela. Donc, comme tous les établissements publics investis dans cette responsabilité, le SMEDAR doit faire face à ce mouvement qui l'affecte d'autant plus frontalement que les syndicats intercommunaux de l'arrondissement de Rouen avaient été parmi les premiers en France à prendre des dispositions opérationnelles conformes aux exigences d'un développement durable que beaucoup négligeaient encore dans le courant des années 90. Aujourd'hui, et je viens à ce que nous souhaitons, nous sommes attachés à maintenir notre activité dans le cadre de notre schéma multifilière défini dès 1997 et confirmé en 2004, et dont la conformité avec tous les principes directeurs d'une politique durable des déchets, affirmée notamment en Seine-Maritime, est amplement confirmée. Nous devons aborder toutes ces mutations en conservant la maîtrise des coûts dans l'ensemble des établissements industriels que nous exploitons, notamment l'unité de valorisation énergétique Vesta et le centre de tri des emballages ménagers recyclables, afin de protéger les intérêts des habitants et des collectivités qui ont délégué au SMEDAR leurs compétences traitement des déchets. Le SMEDAR s'engage donc dès à présent dans l'élaboration du plan régional. Je dirais qu'on n'a jamais cessé de s'y engager. Cet engagement est fondé sur la volonté de trouver les solutions permettant de garantir à l'ensemble des populations de notre région les meilleurs services en matière de prévention et de gestion des déchets. Les axes stratégiques de ce plan devront concilier les enjeux environnementaux que nous devons aux futures générations et les réalités économiques auxquelles nous devons faire face dès aujourd'hui. Et je viens à quelques propositions. Soucieux de pouvoir contribuer aux travaux de ce plan régional, conscients de notre mission de service public et la défense des intérêts de nos habitants, nous souhaitons apporter aux travaux du plan régional notre expérience et notre expertise avec la suggestion de pistes de réflexion autour de ce plan régional. Pour répondre aux objectifs qui seront fixés par le plan, et plus particulièrement pour le fonctionnement des équipements actuels et la réalisation des équipements futurs, il est indispensable de procéder à une actualisation des données chiffrées, en particulier celles concernant les quantités et les flux de déchets ménagers résiduels et des DIB produits dans notre région. Il sera également nécessaire de réaliser une évaluation environnementale plus précise des sites existants, ainsi qu'un état des projets en cours, de leur affectation et de leur capacité. D'autre part, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité que nous avons maintes fois exprimée de la création d'un observatoire régional qui ait une activité plus permanente que celle plus ponctuelle de l'élaboration du plan. Cela doit être un acte majeur inscrit dans les objectifs du plan. C'est en effet une échelle pertinente de réflexion compte tenu de l'implication des 5 départements et des outils de traitement installés sur leur territoire. Un sujet d'importance nous semble être nécessaire, la création d'une commission de suivi du plan, opérationnelle dès son adoption, pilotée par le Conseil régional, réunissant l'ensemble des acteurs du plan. Cette commission devra être un véritable lieu de concertation, de proposition et d'aide à la décision. Enfin, compte tenu de l'évolution rapide des technologies liées au traitement des déchets, et ça nous ramène à l'intervention précédente, la mise en place d'une cellule consacrée à la recherche et au développement nous semble indispensable. En effet, les scénarios concernant l'élimination des déchets, écrits au milieu des années 1990, qui ont concrétisé les équipements et les dispositifs dont nous avons la charge actuellement, sont à réviser. Dans ce domaine, la recherche et l'innovation sont indispensables pour penser la prévention et la gestion de nos déchets de demain. Si nous voulons répondre aux objectifs proposés par le plan régional, à la mise en œuvre d'une véritable politique de développement durable associée à la volonté de chacun, public, privé, usager, de contribuer à la production de l'environnement, il est indispensable que nous prenions des engagements ayant comme base de nouveaux critères environnementaux favorisant la gestion de proximité du traitement des déchets et de l'économie circulaire. Les travaux du plan de prévention et de gestion des déchets que le Conseil régional lance aujourd'hui devront déboucher sur la création d'un nouveau dispositif général pour demain, partagé et respecté. C'est pourquoi il nous faut évaluer en réduisant au maximum le risque d'erreur l'ensemble des actions à mener et les décisions que nous allons prendre aujourd'hui. Bien évidemment, nous souhaitons réaliser tout cela en lien étroit avec nos amis des différents syndicats et structures. Déjà, avec le CEVED et le CETOM, nous sommes habitués à des contacts réguliers. Nous sommes bien évidemment disponibles pour poursuivre et approfondir ces contacts, mais aussi avec tous ceux qui se joindront à nous pour travailler de concert avec la région et les autres collectivités concernées. Bien.
Vous avez compris, une déclaration de politique générale de notre ami Patrice Dupré. Bien. Parfait. Donc, non, mais il a bossé. Hein. Bon, je lui avais demandé cours, mais... je n'ai pas beaucoup dépassé les 5 minutes. Hein. Non, tu m'avais dit 5 minutes, j'ai dû faire 6. Je te reconnais bien là. Bon, parfait. Bon, alors, je vais passer la parole à vous, monsieur, pour Agustin Vicente, pour Solisandre. Mais juste avant, je rappelle que, messieurs, on a mis dans les objectifs que, par exemple, pour vous, Président, recyclage, 65% des déchets non dangereux recyclés en 2025. On a une ligne là qui nous attend. Hein. Il va falloir qu'on essaye d'y aller. Patrice, même chose, j'ai bien noté tout ce que tu nous proposais. Il faut qu'on s'engage ensemble, puisque nous, on a pareil des barres qui nous sont fixées, moins 30% de mise en décharge de déchets non dangereux et non inertes d'ici 2020, et moins 50% d'ici 2025. Donc, on a des horizons qui sont fixés. Juste avant que les uns et les autres puissent prendre la parole, dernière intervention, là encore, soyez gentils, assez rapide. Solisandre, Argence, alors là, on est dans le dangereux. Hein, tout à fait. Voilà. Donc, Solisandre Argence, effectivement, c'est un centre de stockage, je dis toujours centre de stockage, mais donc une installation de stockage de déchets dangereux. On a obtenu l'an dernier un arrêté préfectoral qui pérennise notre activité jusqu'en 2029, très exactement, ce qui permet donc de nous positionner, je dirais, pour préparer un petit peu l'avenir dans le cadre donc du plan qu'on va mettre en place et déployer. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a 560 000 m3 de disponibles sur le site. On est autorisé à recevoir 50 000 tonnes par an, alors qu'avant 2015, c'était 30 000 tonnes. Donc l'idée, c'était justement de se positionner pour pouvoir recevoir plus de déchets, pouvoir faire face, disons, à la demande dont on a parlé, entre autres, M. Piquet tout à l'heure. Je vous ai mis dans mes slides un petit peu la zone de chalandise pour que vous voyez qu'elle reste dans le Grand Ouest, sachant que il y a un de mes collègues qui est dans la salle, Baptiste Debray, pour ne pas le nommer, qui est le directeur donc, de Tourville-la-Rivière. Donc on a déjà, je dirais en Normandie, 2 sites qui sont prêts à vous accueillir. Voilà. Et donc dans le positionnement des autres sites disons, du Grand Ouest, il y a nos collègues donc séchés, et également donc CEDA qui se retrouve, disons, un peu plus excentré par rapport à nous. Ce qui veut dire que Solisandre est plutôt, je dirais, confiné en Normandie par rapport donc à son rayon d'action, même si notre zone de chalandise peut aller un petit peu plus loin. Notre durée de vie, comme je vous le disais, donc jusqu'en 2029-2030. Notre activité, c'est le stockage de déchets dangereux, donc inertes d'une façon générale. Voilà. Alors, notre concordance par rapport au PRED, enfin, et au plan, vous voyez qu'actuellement, 80% des déchets reçus sur notre site proviennent donc de Normandie. Et donc, 90% ne parcourent pas plus de, disons, de 200, 2000, ça fait beaucoup, 200 km pour arriver chez nous. Et donc, le positionnement, donc, que je vous le disais tout à l'heure, des 50 000 tonnes, on a essayé d'anticiper l'augmentation du tonnage d'amiante que l'on ressent au quotidien. Également la dépollution donc, des chantiers, donc des terrains qui peuvent être en friche actuellement et qui seront amenés à être dépollués prochainement, on l'espère du moins. Et donc également d'être un exutoire donc, pour la Normandie, comme on le souligne. Mais également, donc, on reste ouvert bien évidemment à toute cette zone de chalandise donc, qui a été définie. Sur l'autre slide, voilà, donc voilà un petit peu ce que disons, notre positionnement enfin, par rapport au PRED actuel. Donc ça nous a permis donc bien évidemment de définir la typologie, mais ça c'est un petit peu réglé également par l'administration et par notre arrêté préfectoral, mais de se positionner donc par rapport à l'origine, la nature donc des déchets qu'on peut recevoir, d'anticiper comme je vous le disais donc les capacités, enfin les déchets qui seront ramenés chez nous et auxquels on pourra donc répondre lorsqu'on nous le demandera, de nous faire connaître donc au niveau donc des industriels normands et au moins des limitrophes, et surtout pour nous de moderniser notre outil de travail puisque notre site est ouvert depuis 81,
qu'on a subi, je dirais, toute l'évolution réglementaire entre 80 et donc nos jours, qu'on a donc participé à chaque fois, je dirais, à l'évolution de toute la réglementation et l'adaptation de notre outil de travail, et que, à ce jour, nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour préparer l'avenir et se positionner pour recevoir les futurs déchets et les futures demandes qui pourront être faites au niveau de la région. Voilà. Merci beaucoup. Alors d'abord pour la clarté de votre intervention et puis pour être venu témoigner de la complexité et surtout la sensibilité du sujet que vous traitez, des déchets dangereux. D'accord ? Donc c'est quelque chose sur lequel nous nous pencherons. Il y a l'amiante principalement, il n'y a pas que l'amiante. Mais il n'y a pas que l'amiante. Bon, à ce stade, l'heure tourne, je vous propose de prendre un petit jeu de questions s'il y en a ou d'interventions, et puis après on passera, enfin vous présenter la méthodologie de travail qu'on vous propose avant d'aller prendre un pot ensemble, après, si vous le voulez bien. Alors, quelques questions dans la salle. Allez-y, je vous rappelle la règle du jeu, vous présentez. Oui, écoutez, Philippe Pierquin, président de la cellule économique régionale de la construction de Normandie, et mon propos va être court, mais il sera sur deux volets. Le premier volet, c'est simplement d'expliquer que cette structure, qui aujourd'hui est devenue normande, puisqu'on a rassemblé la cellule de Haute-Normandie et celle de Basse-Normandie, elle regroupe l'ensemble de tous les acteurs de la construction, que ce soit la FFB dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi la FRTP, l'UNICEM, la CAPEB, mais aussi tous les maîtres d'œuvre et tous les maîtres d'ouvrage. Donc c'est vraiment une instance pour laquelle il y a une discussion, une concertation, et pour lequel je peux vous témoigner au nom de tous, effectivement, que cette économie circulaire et cette recherche de la diminution des déchets, de la réutilisation en matériaux de seconde vie est une vraie préoccupation tout autour de la table des 40 ou 50 personnes, si vous voulez, qui font partie de cette structure. Bien évidemment, cette structure est aussi aidée et financée par l'Adréal. Elle fait partie d'un GIE national qui dispose d'outils génériques pour pouvoir vous aider à faire le diagnostic sur la partie BTP. Bien évidemment, absolument pas sur la partie déchets ménagers ou déchets dangereux. Donc, mes deux collaborateurs qui sont à côté sont à votre disposition pour vous aider à faire le diagnostic concernant, effectivement, sur une méthodologie qui est reconnue au niveau national et qui vous permettra de gagner du temps et de l'argent. J'accepte bien volontiers de gagner du temps et de l'argent, et donc je vous remercie de votre proposition. L'idée, c'est de dire on ne part absolument pas de zéro. On est bien d'accord. Donc il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, de processus qui ont été étudiés, d'états des lieux qui ont été réalisés. L'idée, c'est bien évidemment de croiser les données pour en vérifier la cohérence et la concordance. D'accord ? Donc nous acceptons très volontiers de travailler sur des données que vous avez. Le gros avantage, c'est que nous sommes en contact avec toutes les organisations professionnelles et ça nous facilite effectivement pour pouvoir récupérer la totalité des données de façon effectivement à ce qu'il n'y ait pas de perte en ligne, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des tonnes qui se perdent à droite ou à gauche. Nous avons la capacité d'avoir les moyens de contacter l'ensemble des acteurs pour pouvoir effectivement faire quelque chose qui soit le plus précis possible à partir des données existantes, bien évidemment. Tout à fait. Merci. Oui, Jean-Pierre Carpentier, vice-président de la communauté de communes du Mont-Radical, en charge des déchets. Alors, en tant qu'élu qui a au moins plus de 25 ans à travailler sur les déchets, lorsque je vois les ambitions de 65% de recyclage des déchets ménagers, pour moi... Enfin, c'est pas ménager, hein, mais... C'est pas ménager. Je trouve c'est un peu utopique, parce que... Et pourquoi le législateur a mis qu'il faudrait mettre une part incitative? Moi, j'en suis persuadé, mais c'est un travail, un dur travail pour les élus. Ça, c'est sûr, parce que je vois que les collectivités qui ont une tarification incitative ont des performances plus élevées que les nôtres. Et je suis persuadé qu'il faudra passer par une redevance incitative si on veut atteindre ces objectifs. Merci. N'ayez pas peur. Non. Juste pour... On a évoqué tout à l'heure
la recherche, et donc je voulais savoir s'il existait ou s'il était envisagé de faire un recensement des équipes de recherche qui seraient capables d'accompagner ce plan. Il y en a, c'est effectivement, et donc voilà, je veux bien travailler à ça avec vous. Oui, oui. Je ne me suis pas présentée, Caroline Amiel, conseillère régionale. Merci. Je vous présente à travers la rangée qui est la vôtre. À l'autre bout, il y a mon collègue Deray de l'université qui est, lui, à l'ISEL et qui travaille un petit peu pour recenser. Enfin, il a une connaissance assez fine de tous ceux qui travaillent sur ces problématiques-là. Voilà, je n'en dis pas plus. Si tu trouves que j'ai brossé un portrait trop avantageux de toi? Non, c'est pas possible. Voyons. Voilà. Non, mais sur la logistique, là, on a une vision très claire de qui est capable de nous donner des informations, et des études sont en cours via un programme qui s'appelle ALRET, notamment. Bon. Oui, je vous passe la parole. Dans le domaine du recyclage, je salue quelqu'un qui a déposé un projet dans un appel européen sur un circuit industriel très innovant qui est là. Si vous souhaitez dire un petit mot, mais nous avons Madame, vous avez demandé la parole juste avant, donc je vous la donne. Merci. Nathalie Villermet du Crépan et bientôt FN Normandie, France Nature Environnement Normandie, donc Association de protection de l'environnement. Par rapport à l'atteinte des objectifs, vous les avez rappelés, c'est vrai qu'ils sont très ambitieux. Là, on voit bien que le plan, ce nouveau plan, n'a rien à voir avec les précédents plans qui étaient plus des plans de gestion. On avait des flux, il fallait trouver des installations. Là, on a des objectifs beaucoup plus ambitieux qui sont en lien, entre autres, avec la COP21 aussi, un changement de modèle. Et donc, on sait que ce n'est pas des petites choses à la marge qui vont faire bouger les choses. Et entre autres, ma question portait plus sur tout ce qui est la place de la consommation et du consommateur. Alors que le consommateur soit particulier, qu'il soit d'activité économique ou qu'il soit public, administration, la place de la consommation est vraiment essentielle pour nous, car si la demande n'est pas là, si les changements de pratiques ne sont pas là, l'écologie industrielle est nécessaire et doit être là, mais elle ne se suffit pas. Donc le rôle de cette étape de la consommation est vraiment essentiel. Et donc voilà, rappeler la place peut-être, entre autres en tant que partenaire des associations, que ce soit d'environnement, de consommateurs et d'éducation à l'environnement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et dernière question, donc là il y a l'élaboration du plan, on a vu dans des délais très très courts. Après la question c'est plus comment on le fait vivre. Quelle sera sa mise en œuvre? Parce qu'un plan, c'est une bonne chose. On en a vu beaucoup dans beaucoup de départements qui restaient dans des placards. Donc là, comment faire vivre ce plan pour qu'il soit opérationnel, pour que ce soit un réel outil et non pas simplement répondre à une obligation réglementaire? Merci. On y songera. Je vais prendre... Alors très rapidement, tout le monde va parler. Vous inquiétez pas, Madame, on aura largement l'occasion d'en reparler. Mais il y a bien la réduction des déchets, enfin la prévention, pardon, des déchets, d'accord, avec les 3 R, et ça commence par des toutes petites choses comme un espace éphémère de gratuité, un week-end où on barre la rue, et on met tout voilà, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Je suis désolé, c'est un sujet qui vous passionne, je m'en doute. Un petit mot sur quelqu'un qui vient de déposer un dossier sur un appel à projet européen, très rapidement, je vous voyais, donc je voulais saluer votre dossier. Olivier Tilly de la société ETIA. Donc nous avons déposé un dossier qui va se construire dans les mois qui viennent, puisqu'en fait la réponse définitive se fera le 30 septembre auprès du ministère de l'Environnement et de la DGE du ministère des Finances. Donc nous, on est plutôt effectivement dans la conception d'équipements et aussi dans la recherche et développement pour la valorisation des déchets. Donc la vocation en fait de nos équipements, c'est plutôt faire des gaz et donc faire des gaz purs pour l'injection dans les réseaux ou pour faire des carburants je dirais, 2e génération, quoi. Donc bon, on pourra en parler quand le projet sera plus avancé, quoi. Oui, puis dans l'industrialisation de l'économie circulaire, on en parlera, il y aura un atelier particulier là-dessus. On est bien d'accord. On fera de l'hydrogène, on fera du méthane. Enfin. Tout à fait, merci. À ma gauche, allez-y. Oui, monsieur. Philippe Leblanc, je suis le président de la FNAD, Fédération nationale des activités du déchet. C'est 234 entreprises en France, 4000 emplois dans la région Normandie. Président, je voudrais vous délivrer 2 messages très simples. Tout d'abord, vous êtes une des premières régions à vous saisir du sujet. Je
pense qu'il faut le souligner. On a une vision nationale et on voit que la Normandie, c'est du sujet, c'est important de le souligner. On a vu tout à l'heure des exemples au travers de ce qu'évoquait Florence Saint-Martin, le président du SMEDA. L'économie circulaire est une réalité dans cette région et on voit qu'on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc vous avez de l'ambition et je crois que c'est juste, comme soulignait Madame Ducrépant, d'avoir de l'ambition pour développer de nouveaux projets. Et la deuxième chose que je voulais souligner, c'est que la profession, elle est à vos côtés. On va parler tout à l'heure d'organisation du travail. Elle est à vos côtés à chaque fois que vous le souhaiterez pour contribuer à cette réflexion dans tous les groupes de travail que vous souhaiterez créer. Bien reçu. Florence Saint-Martin. Merci beaucoup. Non, très rapidement, mais je voulais rebondir, dire la même chose que Philippe Leblanc, c'est que on voit bien, et le représentant d'Adréal l'a bien rappelé, que les contraintes légales sont intenables, en termes de délai. Si on veut faire le boulot sérieusement, ça me paraît difficilement tenable. Donc voilà. Oui, mais honnêtement, voilà. Donc ça, je me remets à votre sagesse en termes de calendrier, mais ça me paraît difficile à tenir. Et en tout cas, donc nous, CODA et CEVED, et l'ensemble des adhérents, comme Philippe Leblanc, félicitent la région parce que, pour le coup, s'en saisir rapidement, c'est à mon avis, faire œuvre au service public, voyez-vous. Je rebondis sur l'intervention de FNE. Nous aussi, on est très preneurs que le plan se penche, et je remets une couche sur la prévention. Parce qu'à la CODA, tu le sais bien, nous investissons, mais comme beaucoup de collectivités ici, sur la prévention. Parce que voilà, c'est un bon déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc voilà, saisissons le plan comme une opportunité pour mettre le paquet sur la prévention. Et puis pas seulement, je crois que la région a vraiment à 100% raison de s'emparer de ce plan avec une dimension économie circulaire, parce que c'est une vraie dimension. Nous, on le martèle sur nos territoires que bien gérer ces déchets, c'est à la fois bon pour l'environnement, bon pour l'emploi local. Il faut le marteler que c'est bon pour l'emploi local. Philippe Leblanc, mais elle l'a rappelé, mais cet hémicycle l'illustre, c'est qu'il y a ici beaucoup d'énergie et beaucoup d'emplois locaux qui sont représentés. C'est bon pour l'attractivité de nos territoires également, et c'est bon pour les finances publiques au passage. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut cultiver. Et puis, je pense que le troisième point, c'est que c'est une formidable opportunité pour, entre nous, secteur public, entre collectivités publiques, avec les associations, avec le secteur privé, de trouver des synergies. Vous avez un travail immense devant vous de conception, d'abord de diagnostic, puis de conception, de vérifier si les flux sont cohérents, si les installations, les capacités sont cohérentes, regardez dans quelle mesure, c'est sûr, des synergies sont possibles entre nous. Donc voilà, ce plan, il va être compliqué à monter. Honnêtement, vous allez vous faire des cheveux blancs encore plus que vous n'avez. Mais le problème est réglé, j'en ai de moins en moins. Voilà. Mais c'est en politique, vous savez, perdre des cheveux comme ça, c'est signe d'un destin tout à fait tracé. Mais honnêtement, voilà, il y a un vrai sujet, mais c'est une formidable opportunité. Merci, Monsieur Saint-Martin. Je rappelle vice-président de la CODA et président du CEVED. Oui, Arnaud Doxer, un groupe papetier UPM Chapelle d'Arblay en charge des relations institutionnelles pour tout ce qui est question en développement durable, recyclage. Vous parliez économie circulaire. Enfin, mon intervention va être courte puisque tout ce que je souhaitais dire a été rappelé précédemment. Vous parliez économie circulaire. Je pense qu'il faut effectivement marteler, l'inscrire dans la notion de développement durable avec les 3 piliers, bien évidemment environnement, mais aussi économie, emploi délocalisable. Et mon voisin devant le rappeler. Et ça c'est très important de mon point de vue. Donc ne pas oublier. Et le troisième, bien évidemment, les troisième pilier, donc l'économie et donc ces emplois-là. Et Chapelle d'Arblay est bien là pour l'illustrer. Chapelle d'Arblay, je vous le rappelle, c'est la filière, c'est l'industrie qui a créé la filière papier en France dans les années 85. Vous avez ce fleuron, comme l'appellent certains, sur votre territoire. On a d'autres industries papetières. Je pense qu'il est important de préserver, au-delà du plan régional d'élimination de déchets, c'est de maintenir les filières sur les territoires, voire même de les développer. On parle également donc d'économie circulaire. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a dans votre approche de cohérence territoriale qu'il y a une notion de proximité, vraiment à mettre au premier plan. Proximité, pourquoi ? Justement pour préserver ces emplois, faire en sorte qu'ils sont non délocalisables et que toutes les nouvelles filières, parce que je pense qu'il faut avoir une approche filière,
toutes les nouvelles filières, Monsieur Lefez parlait des CSR, je crois, eh bien, toutes les filières qui pourraient être développées, faisons en sorte qu'elles le soient sur notre territoire. Les industriels, notamment que je représente au niveau papetier, nous générons aussi des déchets qui sont valorisables, qui le seront demain. Je pense que c'est important de les traiter sur le territoire. Enfin, vous aviez parlé aussi d'une approche en termes de logistique. Sachez qu'UPM, nous sommes un spécialiste de la reverse logistique sur l'axe Seine. Je pense que cet axe Seine, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, notamment parce que nous avons beaucoup de papiers qui nous viennent de la région parisienne. Vous parliez d'observateurs régionaux, nous faisons partie de l'ORDIF, qui est l'Observatoire des déchets de la région d'Île-de-France. Eh bien, je pense que c'est important de développer la même chose et de voir avec Aropa ce qu'il est possible de faire. Aropa, d'ailleurs, a un très beau schéma qui identifie l'ensemble des partenaires, notamment du recyclage le long de l'axe Seine. En tout cas, nous aussi, nous serons à votre disposition pour faire en sorte que ce schéma intègre tous ces paramètres. Merci pour cette intervention. Je retrouve l'enthousiasme. Je crois que je vous avais déjà entendu dans d'autres circonstances dans cet hémicycle. Et je retrouve votre enthousiasme. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole avant que nous présentions comment on va travailler ensemble, c'est-à-dire la méthodologie? Non, pas pour le... Oui, monsieur. Oui, Monsieur le Président, Gérard Collin, président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses ce soir, des grosses unités parler. Nous sommes une communauté de communes en milieu rural. Et en milieu rural, vous savez que c'est beaucoup plus difficile de chauffer des immeubles ou des collectivités urbaines. Nous avons développé avec le SMIDVAD une unité d'énergie et qui travaille pour faire du compost pour les agriculteurs. Je salue d'ailleurs le président qui est présent. Et l'inquiétude des élus de base que nous sommes aujourd'hui, c'est le maintien de ces unités quand même productives et vertueuses, me semble-t-il. Leur maintien et aussi peut-être, on parle beaucoup aujourd'hui de mutualisation, de travailler ensemble, de travailler avec ces grands syndicats qui sont pas très loin de chez nous. Et c'est un peu notre inquiétude, voilà, pour le plan. Et je voulais vous le dire parce que je sais qu'il y a quelques élus locaux qui sont inquiets un peu de tout ça, qui se disent comment on va être mangé. Et surtout si on a investi fortement dans le passé. Merci. Merci de votre intervention. D'abord, nous nous sommes déjà rencontrés, alors pas sur ce sujet-là, mais sachez que je suis bien au courant du SMIDVAD. Alors, l'inquiétude, c'est pas de travailler avec les autres, c'est plutôt le souhait que vous avez de travailler avec les autres. Voilà, d'accord. Et puis, dans le cas du SMIDVAD, il y a aussi quelque chose, je pense que Martial va en dire un petit mot aussi, et d'autres si vous le souhaitez, mais très rapidement, on a parlé tout à l'heure de l'acceptabilité. À partir du moment où il y a un centre d'enfouissement technique ou une unité de méthanisation, il y a le problème, par exemple, des odeurs qui sont un problème d'acceptabilité par le milieu. D'accord? Mais c'est aussi un process Martial. Merci, Monsieur le Président. Martial Leguel, vice-président de l'environnement du département. Tout d'abord, je remercie le Président d'avoir organisé cette réunion qui me paraît fort intéressante et indispensable. Il faut savoir que chaque département avait un plan départemental pour, d'une part, le traitement et la collecte dans certains domaines. Aujourd'hui, je me réjouis qu'effectivement la région prenne ce problème-là en main. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'affronter différentes modes, c'est-à-dire que ce soit l'incinération, le biomasse, la méthanisation, c'est justement de jouer des complémentarités. Et je souhaite qu'effectivement, et je pense que le Président nous en a donné des indications positives, c'est de monter ou une commission ou une responsabilité régionale concernant les différentes sortes de traitements, de façon à pouvoir opérer par complémentarité avec tous les systèmes qui existent. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à refaire tout, c'est-à-dire que le plan et les unités de traitement existent. Il faut effectivement les rendre utiles les unes pour les autres, et surtout complémentarité, parce qu'effectivement, on parlait du centre d'enfouissement, on parlait des centres de traitement. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire on va supprimer un tel, on va améliorer un tel. On va surtout, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de faire des complémentarités. Chacun, effectivement, a sa méthode, et aujourd'hui, les méthodes sont à remettre en cause, obligatoirement, parce que, effectivement, c'est une évolution normale. Et moi, je me réjouis que le plan
régional va pouvoir solutionner ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour obtenir, quand je parlais tout à l'heure, effectivement, ce sera difficile, et là je m'adresse à vous, les 30%, les 50%, mais c'est bien d'avoir dressé un objectif, peu importe si on ne peut l'obtenir, mais néanmoins, on sait au moins qu'il y a une ligne de tracé. Et je dirais, merci Monsieur le Président d'avoir fait cette réunion aujourd'hui. Je sais que le représentant, le président du SMIDVAD est là. Je vais vous donner un petit moment la parole et après, ce sera à vous, madame. Merci de me donner la parole. J'avoue que j'entends des propos fort intéressants. Vous savez que le SMIDVAD, c'est une structure qui a été créée par les élus ruraux il y a en 2003, avec des sites qui existaient. Il a fallu gérer avec beaucoup de problèmes, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. On est arrivé maintenant avec une usine de méthanisation, production électrique, production de compost et traitement de tous les effluents provenant des centres d'enfouissement. Alors le problème, effectivement, c'est l'acceptabilité, c'est ce que vous citiez. Bon, c'est un site ancien, bien sûr, qui répond à toutes les règles, mais ça n'empêche quand même qu'il y a une certaine réticence de la part des voisins environnants. Et l'intérêt, effectivement, c'est de conjuguer peut-être les travaux du SMIDVAD avec les autres syndicats pour effectivement avoir un plan cohérent et qui permette certainement d'améliorer l'environnement au bénéfice de toutes nos populations. Merci beaucoup. Allez-y, madame, juste avant qu'on présente la méthode. Oui, très court. Simplement, au sujet de la sensibilisation des consommateurs et citoyens, il y a un festival zéro déchet très intéressant en Ile-de-France qui a été mené, je ne sais plus si c'était le week-end dernier ou ce week-end. J'ai vu passer l'information. C'est vrai que c'est une façon par l'animation, outre des campagnes d'affichage, de sensibiliser les citoyens et les consommateurs. Et j'avais simplement une question. Il me semblerait intéressant d'informer, d'associer les membres des commissions locales d'information. Je sais que ça a changé de nom, mais c'est vrai que tous les centres d'enfouissement, etc., sont obligés d'avoir ce genre de commission. Et on a là des experts aussi d'usage sur le terrain qui serait vraiment intéressant d'associer dans l'élaboration, le suivi du plan. Enfin, n'oublions pas cette dimension citoyenne. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Alors, dans les festivals zéro déchet, je vous rappelle, il y en a aussi en Normandie. On fera en sorte de faire passer les agendas de tous ces festivals ou manifestations sur la réduction, le recyclage, le remploi, Festival 3R, pour ceux qui connaissent, etc. Bon, je vous propose, pour accélérer un petit peu, parce que l'heure tourne, il est 8h, et pour ceux qui veulent voir la finale du championnat de France de rugby, il faut qu'on se dépêche. Alors, juste... avec votre permission, je passe la parole à Madame la directrice du service environnement de la nouvelle région Normandie pour vous présenter rapidement la méthode. Merci Monsieur de Jean Labati. Voilà, donc la méthode qu'on vous propose va déjà reposer sur un certain nombre d'instances de concertation, puisque le choix est de pouvoir associer le plus largement possible l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine des déchets à toute cette phase d'élaboration de ce nouveau plan de prévention et de gestion des déchets. Donc voilà, il est simplement rappelé que la région est l'autorité compétente pour initier la démarche et approuver au final le plan, le PRPGD, mais que pour tout ce travail, donc elle va s'appuyer sur, d'une part, une commission consultative d'élaboration et de suivi du PRPGD, donc qui est une instance, je dirais là, relativement incontournable. Cette commission consultative donc, sera composée. C'est une composition qui est à peu près, qui est assez calibrée, donc sera composée de représentants des... Tout à fait, voilà, donc elle figure bien également, elle est réglementaire. Donc elle sera composée de représentants donc, des collectivités territoriales et de leurs groupements qui sont compétents en matière de déchets, de l'État, évidemment, et d'un certain nombre d'organismes publics. On peut penser notamment à l'ADEME, qui est très associée à l'ensemble de la démarche. Les organisations professionnelles, donc certaines sont intervenues aujourd'hui et donc sont évidemment, on a tout intérêt à ce qu'elles soient partie prenante dès le départ de la démarche. Les éco-organismes et puis enfin les associations de protection de l'environnement.
Cette commission, donc à l'échelle normande, on souhaite qu'elle soit la plus représentative possible, et donc on va vite arriver à une composition qu'on estime aujourd'hui à peu près une centaine de membres. Alors, compte tenu de cette taille de commission, on voit assez vite aussi que ce ne sera pas forcément une instance de travail en tant que telle, et donc on vous propose de mettre en place un certain nombre de groupes de travail de façon à permettre d'associer là, dans ces groupes de travail l'ensemble des acteurs qui souhaiteront participer, qui ne pourront pas forcément tous être représentés en tant que tels au sein de la commission consultative. Donc ces groupes de travail prendront diverses formes. D'une part, des groupes de travail thématiques pour lesquels on prévoit grosso modo de 3 à 5 réunions. Alors les thèmes d'ores et déjà que l'on imagine vous proposer seront donc, je dirais, assez classiquement par type de déchets. Donc on aura des groupes qui travailleront sur les déchets ménagers, les déchets du BTP, les déchets dangereux, hors dasserie et hors déchets du BTP, les biodéchets et déchets donc liés à la biomasse. Donc du coup un groupe de travail dédié aux dasseries et un autre dédié aux déchets inertes du BTP. Un groupe de travail sur les déchets dangereux du BTP, on a beaucoup parlé de l'amiante tout à l'heure, donc ce groupe en traitera. Un groupe qui travaillera sur la prévention des déchets, on en a souligné l'importance tout au long de notre réunion. Un autre dédié à l'économie circulaire, et puis un dédié à l'observation, dont on a également souligné toute l'importance. Ce nombre, aujourd'hui, voilà, de groupes, chacun de ces groupes de travail thématiques pourra éventuellement être subdivisé en sous-groupes selon, voilà, d'une part, le nombre de personnes qui le composeront, et d'autre part, au fur et à mesure des discussions qu'émergeront, la nécessité de creuser tel ou tel sujet. Et puis l'idée, c'est que ces groupes ne soient pas tous organisés, je dirais, ou à Caen ou à Rouen, mais puissent également rayonner sur l'ensemble du territoire de façon à pouvoir associer le maximum d'acteurs partout en région. Donc sur ces groupes de travail, vous avez déjà, au moment où vous vous êtes inscrit à la réunion d'aujourd'hui, pu déjà indiquer que vous étiez intéressé par tel ou tel groupe. Les inscriptions ne sont pas closes, hein, donc vous avez encore la possibilité, ça a dû vous être proposé au moment de l'émargement, de vous inscrire dans tel ou tel groupe de travail. Donc n'hésitez pas là aussi, les choses restent ouvertes, à vous faire connaître si vous souhaitez rejoindre un groupe auquel vous n'auriez pas pensé au départ. Surtout n'hésitez pas, ces groupes se veulent vraiment le plus ouverts possible. Au-delà de ces groupes de travail thématiques, l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir, et c'est sans doute tout l'intérêt de ce plan nouvelle configuration, avoir des visions cohérentes à l'échelle d'un territoire, et donc de chacun des sous-territoires qui composent la Normandie. Donc pour cela, on vous proposera, j'y reviendrai dans le calendrier tout à l'heure, des groupes de travail plutôt territoriaux qui se réuniront alors plutôt après la première vague au moins de groupes de travail thématiques, de façon à pouvoir, à l'échelle d'un territoire, avoir cette vision cohérente et créer les passerelles, les complémentarités qui étaient évoquées tout à l'heure, donc bien à l'échelle d'un territoire. Et puis, également pour approfondir tel ou tel sujet, il vous sera proposé un certain nombre de colloques plus thématiques. Donc vous avez certains sujets qui sont déjà évoqués, tels que la méthanisation, l'économie circulaire. L'idée, là, c'est de pouvoir, encore une fois, approfondir certains sujets en associant l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à cette thématique. En termes de calendrier, donc, on vous propose que 2016 puisse être le temps déjà de partage de l'état des lieux. Donc ça va être déjà le temps, on en a parlé aussi, déjà de rassemblement de l'ensemble des données disponibles, voilà, de leur mise en cohérence, on va dire. On va essayer de tenir ce rythme-là. C'est bien que c'est contraint, un peu compliqué, mais on va essayer. Allez-y. Voilà. Donc après ce partage de l'état des lieux, la définition des objectifs, et puis qui débouchera ensuite sur l'élaboration du plan d'action. Ces grandes démarches seront rythmées par des réunions de la commission consultative. Donc on prévoit à ce stade 3 réunions. Donc une au mois de septembre qui lancera les travaux. Cette commission, donc sa composition sera arrêtée par le président de région en septembre. Une deuxième réunion qui quelque part validera ou donnera un avis sur les objectifs qui auront été travaillés par les groupes. Et puis, je dirais, l'avis final sur l'ensemble du PRPGD au mois de septembre 2017. Comme je le disais, donc vous avez toutes les petites étoiles de couleur, là, ce sont les réunions des groupes thématiques, donc qui permettront de partager ensemble
les états des lieux et de commencer à réfléchir aux objectifs. Tout cela sera mis en cohérence, comme je le disais, par les groupes de travail territoriaux, donc ce sont les petits carrés de couleur, avant la réunion donc, de la commission consultative du premier trimestre 2017. Et puis, pour l'élaboration du plan d'action, donc à nouveau réunion des groupes de travail thématiques pour aboutir donc, à l'élaboration finale du PRPGD au mois de septembre 2017. Les colloques, donc ces étoiles symbolisent les différents colloques donc, dont je vous ai parlé. On en prévoit d'ores et déjà donc un colloque au mois de, a priori, septembre, enfin, ou à l'automne 2016, donc sur le sujet de la méthanisation. Et puis, ensuite, les phases, je dirais, plus réglementaires et institutionnelles de validation donc, de ce projet de PRPGD, avec l'approbation donc, du projet de plan par l'Assemblée régionale à l'automne 2017, à la suite de quoi s'engagent donc, les phases de consultation réglementaire, donc, notamment les consultations, enfin voilà, des organisations, ça vient à la suite, donc consultation de l'État, de la conférence territoriale de l'action publique et puis des autorités organisatrices pour le traitement des déchets, ainsi que des régions limitrophes. Voilà, et donc ensuite de quoi une enquête publique assez classique dans un tel schéma, enfin d'une telle envergure, enquête publique donc, qui devrait se tenir, qui a une durée de 3 mois et qui donc devrait se tenir avant la mi-2018, fin du premier semestre 2018, pour aboutir à la validation donc, par la région du PRPGD à la mi-2018. Parfait, merci. Bon, on vous a un peu assommé. Je vous rappelle que vous allez recevoir tout ça, si vous êtes inscrit, le détail, et puis on essaiera de rendre la forme aisément intéressante. Oui. Alors, je termine par, pour tordre le cou, en 5 questions, mais très rapides, sur... je termine et si vous voulez rajouter quelque chose, vous pourrez. Sur les 5 questions qui reviennent très souvent, alors donc la région va s'occuper maintenant de tous les déchets. Oh là, du calme. D'abord, je rappelle, 1, le rôle de la région dans les déchets, c'est bien un rôle de planification. La compétence des déchets, ça reste commune ou EPCI. La région ne va pas s'occuper des déchets, de vos déchets. D'accord ? C'est vous qui vous en occupez. 2, la région va-t-elle soutenir financièrement les installations de gestion des déchets par les collectivités locales? La réponse est non. Nous n'allons pas devenir opérateurs de traitement des déchets. D'accord? Donc, en gros, tous ceux qui ont une vieille usine d'incinération au fin fond d'un canton quelconque et disent « chic, je vais la refiler à la région », ça ne va pas être possible. En revanche, la région va accompagner la mise aux normes, l'organisation de ces centres de traitement ou de valorisation des déchets. 3. La région va-t-elle imposer ses choix aux EPCI? C'est-à-dire, en gros, est-ce que la région va jouer un rôle de Marshall et va mettre au pas tous ceux qui ne veulent pas? Alors, là encore, c'est plus simple que ça et plus compliqué. La région a un rôle de stratège. Donc, la région va décider ce qui est souhaitable pour le territoire, mais n'a aucun moyen d'imposer juridiquement aux EPCI. Sauf que, pour refuser le plan mis en place par la région, il faut qu'il y ait un avis défavorable de 50% des collectivités qui ont en charge le traitement, plus 50% de la population du territoire concerné. C'est-à-dire, en gros, il faut vraiment que le plan fasse plus de perdre la majorité sur le territoire pour qu'il puisse être retoqué. Bon, mais bien évidemment, comme nous avons décidé ce soir ensemble de co-construire ce plan, je n'imagine pas que ça puisse arriver. La question suivante. En attendant ce fameux plan, qu'on va essayer de boucler en 18 mois, mais qui peut durer un petit peu, quels sont les plans en vigueur? Réponse, tant que le nouveau plan n'est pas arrivé, tous les anciens plans restent en vigueur. Il n'y a pas de période blanche. Nous l'avons dit, nous le redisons, la fusion des 2 régions font que toutes les aides qui ont été installées continuent. Il n'y a pas de, tant que les nouvelles définitions d'aides ne sont pas arrivées, les anciennes aides continuent. Et enfin, dernière chose, comment la région va-t-elle animer le PRPGD sur la durée? Eh bien, vous l'avez vu, il y a une commission, et puis il y a la mobilisation des services de la région, et je voudrais me retourner, m'effacer, et vous montrer quelqu'un qui va se lever, qui est Séverine, qui ne veut pas, mais elle va se lever, là voilà, allez, debout.
Mesdames, Messieurs, voici la personne qui va porter sur ses frêles épaules le plan. Et j'en profite pour remercier toutes les équipes de la région qui travaillent dur, puisque sous la houlette de Sandrine, alors ils sont déjà fatigués, vous leur avez dit chapeau, parce que c'est un travail immense, là ils vont être complètement effondrés, mais non, on va le faire bien, parce qu'on va le faire ensemble. Alors je salue tous les autres collaborateurs, où est-ce qu'ils sont? Ah bah ils sont derrière moi, oui, je vois Olivier, ah bah oui, il est là aussi, merci pour avoir organisé tout ça, puisque vous avez participé à l'organisation. Et Séverine aussi, avec Séverine, une équipe formidable, et enfin tous les autres collaborateurs que j'ai. Voilà, je vous propose d'en arrêter là. Oui, alors Madame Leroy, alors très rapidement, parce qu'on a fini là. Écologie pour le Havre. Nous avions autrefois des CLIS pour les installations qui traitaient des déchets, où étaient représentés le préfet, l'ADREAL, l'industriel et les associations. D'accord ? Les CLIS ont été remplacés par des CSS. Le gros progrès de la CSS par rapport à la CLIS, c'est la présence des syndicats, des syndicalistes, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'entreprise. D'accord ? Il y a à la fois l'industriel et les salariés. D'accord ? Mais il y a une frustration énorme parce qu'en 2 ou 3 heures, on va passer tout un tas d'entreprises, alors qu'autrefois on avait une CLIS qui durait 2 heures, 3 heures, où on avait un contact très rapproché avec l'industriel et avec l'ADREAL, et où on pouvait vraiment aborder des questions précises. Je ne sais pas si c'est le bon lieu pour répondre. On en a déjà discuté avec Madame Leroy dans une vie antérieure respective. C'est clair que c'est un schéma de fonctionnement qui n'est pas optimal, sur lequel il va falloir qu'on progresse de telle manière à mieux répondre. Alors, ça peut passer sur des réunions intermédiaires qui peuvent être chez les exploitants de ces installations de stockage ou de traitement de déchets. Ça se faisait par le passé, c'est peut-être un mode sur lequel il faudra revenir. Bien, bon, bah, écoutez, nous avons compris que Madame Leroy souhaitait un contact rapproché et personnalisé avec les industriels. Les industriels dans la salle, vous êtes prévenus. Rapprochez-vous de Madame Leroy. Bon, chers amis, merci à tous d'avoir pris tout ce temps pour être avec nous. C'est très, très sympa d'avoir été présents ce soir. Et rappelez-vous, c'est ensemble que nous allons faire ce plan. Merci et bon week-end.